Super. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents pour notre table ronde concernant la conciliation famille-études. En tant que section étudiante du SSP, nous nous mobilisons pour la défense des droits, de l'accès et des conditions d'études des étudiants au sein de l'ensemble des lieux de formation sur le canton de Vaud. Sur la base de nos réflexions et de nos rencontres au travers de nos études, nous avons l'idée d'approfondir et de nous approprier la question de la conciliation famille-travail, mise en lumière dans l'espace public, médiatique et politique depuis plusieurs années, notamment sous le prisme de la loi d'égalité, et de l'élargir aux institutions de formation. Nous avons été confrontés notamment au manque criant de statistiques et de représentations concernant les personnes en formation. De plus, cette année sera l'année d'une nouvelle grève féministe qui nous pousse à élaborer de nouvelles revendications pour et par les femmes en termes d'inclusion, de conditions de vie, d'accès à des sphères professionnelles et économiques qui sont pour le moment encore très entravées par des directions politiques aveugles aux inégalités. Ces dernières années nous ont montré qu'avoir de bonnes conditions d'études est nécessaire pour la réussite de tous et toutes. On l'a vu notamment durant la pandémie et aussi lié à cette année avec l'inflation qui ont et péjorent encore les personnes les plus précarisées. Nous avons à cœur de promouvoir des conditions d'études et de formation égales pour toutes et tous et pas juste pour le modèle tacite de l'étudiant de sexe masculin, jeune, avec des ressources suffisantes, sans rupture dans sa vie académique, mais aussi et surtout sans charge familiale qui peut consacrer tout son temps et ses études à sa vie étudiante. Nous sommes ici car nous le savons, rares sont les personnes uniquement étudiants. On est aussi femmes, non-binaires, transidentitaires, travailleuses et travailleurs, militantes et militants et parents ou proches aidants. Au SSP, nous nous mobilisons pour porter la voix de celles et ceux qui rencontrent des obstacles et des difficultés dans leurs études, des voix qui sont souvent ignorées et qui n'ont pas le temps, ni les ressources, ni l'espace pour se déployer. Être parent étudiant en se basant sur des dizaines de personnes que nous avons pu rencontrer depuis le début de nos études, c'est devoir se battre tous les jours pour tout concilier. Ses études, la bureaucratie, sa famille, le développement de son enfant, son travail et de traiter chaque jour au plus urgent. C'est aussi se battre contre le risque de précarité. La section étudiante du SSP est très heureuse aujourd'hui d'accueillir des actrices qui se sont penchées et mobilisées autour de la question de la conciliation entre la charge familiale et les études. Merci encore à Isabelle Probst, psychosociologue et professeure associée au département de la recherche à la Haute École de Santé Vaud, d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui sur la question de l'activité professionnelle et la maternité et ses enjeux pour la santé des parents et des enfants. Puis nous accueillerons chaleureusement deux membres de l'association Jeunes Parents Suisse Romande, Madame Schrago et Madame Jaton. L'association a été un de nos premiers interlocuteurs dans le lancement de cette campagne et l'équipe a été une source précieuse d'informations pour notre syndicat. Elle réalise également un travail formidable dans l'accompagnement des parents en formation qu'elles vous présenteront dans la deuxième partie. Bonjour. Donc moi je m'appelle effectivement Isabelle Probst et puis je suis à la fois prof associée à la Haute École de Santé Vaud, mais aussi membre du SSP, d'où le fait que je suis intervenue plusieurs fois sur les questions travail et maternité à la base pour le SSP et que du coup Léa m'a repérée et m'a demandé de venir. Et puis simplement dire que moi j'ai pas fait d'études vraiment sur la conciliation entre enfants et études et les recherches qu'on a faites jusqu'à présent. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt vraiment sur la transition à la parentalité, donc autour de grossesse, postpartum et puis premier mois après la naissance d'un enfant. J'ai pas eu le temps en fait d'aller chercher justement pour faire une présentation sur la suite. En fait, il y aurait sûrement beaucoup de données qu'on pourrait prendre et puis de choses, mais voilà. Donc ce que je me suis dit, c'est que c'était quand même intéressant de vous parler de ça, et spécialement des enjeux pour la santé, en se disant deux choses. C'est d'une part, il y a quand même beaucoup de parents étudiants qui ont aussi en plus une activité professionnelle. Et du coup, ça peut être intéressant de connaître les enjeux qu'on peut repérer
dans la recherche et puis de connaître les droits existants en Suisse, se poser la question aussi des limites qu'il y a dans ces droits. Et puis étudier, en fait, ça devrait être considéré aussi comme un travail. En fait, c'est comme un travail, mais c'est pas protégé de la même manière que le travail au niveau de tous les besoins qu'il y a pour des parents. Donc, je parle aussi, c'est vrai que je vais me concentrer sur le tout début, mais il faut dire aussi que du point de vue du développement de l'enfant et puis des impacts sur sa santé, c'est vraiment une période très sensible du développement. On parle souvent des 1000 premiers jours comme une période très sensible, voire même avant la conception pour ce qui est peut-être de certaines expositions environnementales et professionnelles des pères. Et puis, c'est aussi une période qui, je pense, pour les parents, est une période justement de bouleversement intense à tout niveau, donc qui est aussi particulièrement critique. Après, la suite, c'est sûr, reste pleine d'enjeux, mais voilà, moi je vais me centrer sur ceux du début. Alors, ce que j'ai prévu, c'est de faire 3 temps, en fait, un peu chronologique comme ça. Et d'abord de parler de la question de l'activité professionnelle et grossesse. Donc, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'activité professionnelle ne présente pas de risque en soi pour la grossesse. On sait que les femmes enceintes peuvent tout faire, presque, si c'est dans des bonnes conditions. Et puis, avoir une activité en général, notamment une activité physique, rester active aussi socialement, c'est bon pour les femmes, ça leur apporte beaucoup de ressources, c'est aussi bon physiologiquement, et ça leur apporte aussi le fait de pouvoir mener leurs activités. Donc, ce n'est pas une question de retirer les femmes de l'activité enceinte, de l'activité professionnelle, mais par contre, il faut reconnaître que dans le monde du travail, il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle des expositions professionnelles qui peuvent être dangereuses. Donc là, exposition, c'est plutôt l'idée qu'il y a, il peut y avoir on peut être confronté à des produits toxiques. Par exemple, dans le travail en laboratoire, en tant qu'étudiante, on peut être confronté à des solvants, manipuler des produits qui peuvent être toxiques. Il y a des micro-organismes aussi qui peuvent être dangereux, spécialement en cas de grossesse. Évidemment, des rayons X, comme nous, on a par exemple des étudiantes en radiologie médicale. Là aussi, il y a un danger au niveau des expositions. C'est tout des choses en général qui sont déjà dangereuses pour tout le monde, mais qui, en cas de grossesse, deviennent plus dangereuses à cause du fait que, notamment particulièrement au début de la grossesse, mais pendant toute la grossesse, les cellules sont en division rapide, et puis il y a certaines choses qui peuvent provoquer vraiment des malformations, des problèmes de santé à long terme, des fausses couches, donc c'est à prendre en compte. Et puis, une autre catégorie, c'est les activités pénibles, donc ce qui serait, par exemple, travail debout prolongé, port de charge répété. Donc évidemment, ce qu'on fait dans la vie quotidienne comme port de charge, c'est une chose, mais quand on est obligé professionnellement de le faire à longueur de journée et qu'on n'a pas le choix de s'arrêter, ça peut présenter des réels risques. Par exemple, ça peut avoir des incidences que les bébés vont être de petits poids et donc aussi avoir des problèmes de santé associés, ou bien aussi des cas de prématurité. Ensuite, il faut quand même citer aussi, puis ça je pense que c'est spécialement important pour les étudiantes, les contraintes horaires. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, il y a des études qui montrent vraiment des méta-analyses très solides, que si on travaille plus que 40 heures par semaine, c'est associé justement à des enfants de petits poids, à un risque accru de fausses couches. Et puis le travail en horaire très atypique, en équipe alternée, est aussi associé, par exemple, pour la mère, au risque de prééclampsie. Donc c'est un dysfonctionnement, si on veut, du placenta qui peut avoir des conséquences hyper graves pour la mère. Donc voilà, donc ça c'est des risques qui sont présents dans les milieux de travail, et puis je pense qu'on peut discuter aussi dans le milieu des études.
Et puis, il faut aussi soulever que le stress intense, ça peut aussi avoir un effet négatif sur la grossesse. Enfin, les hormones du stress sont connues pour être quelque chose de négatif. Donc, c'est pour ça qu'il y a une législation spécifique, comme c'est reconnu, qui concerne la grossesse au travail. Je vous la fais courte, parce qu'il y a beaucoup de subtilités, mais en gros, il y a deux grands principes. C'est d'une part que les employeurs dans les entreprises à risque doivent analyser les risques liés au poste de travail de la femme enceinte, même avant qu'elle soit engagée, et éliminer les risques ou adapter les conditions, par exemple permettre de s'asseoir ou permettre diminuer le port de charge, etc., ou bien transférer la travailleuse à un autre poste. Typiquement, une infirmière en oncologie va être transférée à un poste sans danger, par exemple administratif ou dans un service sans danger. Et puis, si ce n'est pas réalisable, l'employeur doit payer en fait la femme et elle reste chez elle. Donc ça c'est un des principes pour mettre en fait, pour en tout cas lutter contre une partie des risques, mais il n'y a pas tout qui est reconnu comme risque non plus. Par exemple, le stress en fait n'est pas reconnu dans ces risques. Et puis il y a des aménagements aussi plus généraux qui sont prévus, temps de travail limité à 9 heures par jour, le travail debout est limité à 4 heures par jour dès le 6e mois. Il faut avoir un lieu approprié pour se reposer. Et puis, on peut être dispensé du travail sur simple demande. C'est pas exhaustif. Hein. Alors, nous, ce qu'on a fait comme recherche, là, je vous présente quand même un de nos résultats de recherche, c'est qu'on s'est demandé, on a fait une grande étude pour savoir si les travailleuses en Suisse romande étaient protégées conformément à la loi. Et puis, ce qu'on a pu montrer, ce qu'on a malheureusement découvert plutôt, c'est qu'en fait, il y a vraiment, ici on avait fait dans le secteur de la santé et de l'industrie alimentaire, puis on voit que les femmes qui étaient vraiment protégées conformément à la législation, c'était vraiment une minorité, 12% dans la santé, 2% dans l'industrie alimentaire. Donc les employeurs appliquent certaines choses, il y a un pourcentage plus grand de femmes qui sont partiellement protégées par des choses faites par les employeurs, pas vraiment selon la loi, mais ils font quand même quelque chose. Mais voilà, donc là, il y a un défaut de protection à ce niveau-là, et je pense que ça, c'est aussi un point qui peut peut-être être soulevé par rapport aux étudiantes, parce que, d'une part, ça veut dire que si, par exemple, elles vont sur des lieux de stage ou dans des labos, peut-être que la loi ne sera pas appliquée de manière conforme, et qu'elles non plus, elles ne sont pas protégées. Et si, par exemple, elles travaillent aussi à côté, elles vont aussi sûrement rencontrer des difficultés aussi, parce que souvent, en plus on est dans un poste, quand on est dans un poste peu qualifié, on a aussi plus de risques, en fait, de se retrouver dans ces situations-là et d'avoir moins de protection. Typiquement, il y a des difficultés, par exemple, si on est serveuse ou bien caissière, qu'on est amené au port de charge, etc., il n'y aura pas forcément un ajustement qui sera fait, et encore moins pour du personnel auxiliaire. Alors, du coup, c'est une question peut-être pour la suite. Justement, en tant qu'étudiante, je me suis demandé, mais voilà, est-ce que l'UNI, par exemple, assure la protection contre les travaux dangereux et pénibles lors des stages et lors des travaux pratiques? Alors, je ne sais pas combien d'étudiants sont concernés par les stages. Chez nous, c'est vraiment une problématique parce que je suis dans une école qui forme en soins infirmiers, physiothérapie, donc tout le monde part en stage et les stagiaires ne sont pas aussi bien protégés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit non plus au retrait des postes dangereux. Puis finalement, est-ce que pendant les études, est-ce que ça respecte le besoin de repos des femmes enceintes? Et puis, par exemple, est-ce qu'il y a des lieux adéquats aussi pour se reposer? Voilà, c'est pour aussi que la grossesse se déroule de manière la plus harmonieuse possible. Ensuite, par rapport je vais passer à la phase 2, mais je ne sais pas si vous avez des questions sur des choses qui ne seraient pas claires ou des remarques. Juste une question concernant les 9 heures de travail et pas au-delà. On est d'accord que ça inclut les temps de pause? Oui. Ou c'est 9 heures de travail actif?
Non, c'est pas une amplitude de 9 heures. C'est-à-dire que si j'ai un horaire avec 2 heures de pause à midi, elles ne sont pas comptées dans les 9 heures. Hein. Je peux avoir travaillé par exemple 5 heures le matin puis 4 heures l'après-midi. Mais par contre, ouais, donc c'est ça. Mais par contre, par exemple, on ne peut pas faire des horaires en 12 heures, comme font les infirmières. Moi, j'ai aussi une question sur la définition d'un lieu adéquat pour se reposer. Ce serait quoi un lieu adéquat? Ben, il faut qu'on puisse s'allonger, que ce soit relativement calme, en fait, pas en plein passage, hein. Ouais, et que ce soit accessible. Ouais. Puis il y a aussi des études qui avaient été menées en France il y a longtemps, hein, sur la prématurité. Et puis justement où elles ont introduit en fait un congé prénatal pour diminuer en fait la prématurité. Et en fait c'est efficace effectivement. Après la prématurité, le taux de prématurité il vient aussi des opérations en fait, des accouchements en fait qui sont provoqués ou qui sont faits par césarienne. Puis ben là le Covid ça a peut-être pu jouer aussi là-dessus mais je ne sais pas, hein, j'ai pas vu les études parce qu'en fait, on sait qu'on a plus rechigné à aller à l'hôpital hein, et à faire des interventions pendant le Covid. Donc c'est possible aussi qu'il y ait eu un effet. Mais de toute façon, l'effet des conditions de travail sur la prématurité, il est acquis. Et puis, effectivement, comme vous dites, ben, le stress, c'est quand même un médiateur important. Et puis la possibilité d'adapter, je pense aussi, on sait qu'en santé au travail, ce qui est très important, c'est justement la latitude qu'on a pour adapter ces conditions. Et puis ça, effectivement, du coup, il y a sûrement eu plus cette latitude, moins cette pression à faire pour une partie des femmes. Hein. Pour d'autres, ça a été le contraire. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Non. Voilà, donc je venais au deuxième point sur postpartum et congé. Alors là, c'est un peu plus court. Ce que je voulais dire, c'était que quand même en postpartum, donc après la naissance d'un enfant, il y a des besoins de rétablissement physiologique, notamment pour les femmes qu'il ne faut pas oublier, hein, que ce soit au niveau des hormones, du périnée, de la remise en forme du corps. Il y a des besoins de repos accrus. Il y a des besoins d'adaptation physique, psychique et sociale hein, pour la femme, pour le partenaire, pour le couple, pour la famille. Et puis, il y a les besoins aussi, évidemment, spécifiques du bébé à prendre en compte. Et ce qu'on a pu voir, c'est l'importance, en fait, des congés. Elle est mise en évidence dans la littérature, c'est-à-dire quand les congés maternité sont plus longs, ça a des effets positifs sur la santé des mères. Quand les mères n'ont pas de congés, comme aux États-Unis, ou des congés très courts, elles sont en moins bonne santé que si elles bénéficient quand même de congés de 5-6 mois, alors qu'en Suisse, on est bien en dessous. Et puis, très récemment, on a pu mettre en évidence, en France, là, c'est une équipe française, que les pères qui prenaient un congé paternité de 2 semaines avaient aussi moins de risques de dépression postpartum, puisque ça commence à être reconnu que les pères aussi font des dépressions postpartum. Et du coup, le congé paternité, il protège aussi. Alors en Suisse, comme je disais, on a des congés maternité et paternité qui sont très 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 courts. Donc 14 semaines payées en Suisse, 2 non payées, et puis congé paternité fédéral de 2 semaines. Donc là déjà, il y a un besoin social d'allonger ces congés. Enfin, là, c'est un peu ma casquette militante plutôt, mais c'est aussi basé sur, comme je vous disais, des données de santé. Et puis, voilà, pendant les études, une des questions qui se pose, c'est quel congé on peut réellement avoir, hein, et jusqu'à quel point les étudiantes, notamment où les étudiants vont zapper leurs besoins, justement, que je disais avant, tous ces besoins qui sont vraiment, qui suivent la naissance de l'enfant, pour justement ne pas perdre un semestre, parce qu'il n'y a pas de bourse disponible, parce que... ouais. Donc voilà, donc ça c'est, je pense, quand même aussi une chose importante. C'est aussi assez important parce qu'actuellement, il y a pas mal de discussions en Suisse autour du congé parental, qui serait en fait un progrès parce que ça permettrait d'allonger ces périodes.
mais il y a aussi un peu une tendance dans certains milieux, plutôt en Suisse allemande, à dire finalement, faudrait qu'on se répartisse entre le père et la mère, enfin, qu'il n'y aurait pas de différence dans les besoins, en fait, entre le père et la mère. Et puis, quand même, on voit que le rétablissement, l'éventuel allaitement, c'est aussi des besoins, en fait, qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas juste dire que ça n'existe pas, quoi. Alors, par rapport à l'allaitement, justement, c'est un peu le dernier point. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Suisse, on a énormément de femmes, en comparaison internationale, qui initient l'allaitement, c'est-à-dire qui sont convaincus d'essayer. Et puis, par contre, la durée médiane, en fait, elle est de 14 semaines, d'après les chiffres qui datent déjà un peu, mais on devrait bientôt en avoir des nouveaux. Et en fait, c'est très peu si on compare en fait, aux recommandations en fait, de santé, pour la santé de l'enfant et de la mère, qui serait de 6 mois d'allaitement exclusif, sans donner d'autres aliments. Donc là, on est loin de ça. Ensuite, évidemment, l'allaitement, c'est aussi un choix des femmes, mais le choix, il se fait souvent à l'envers, c'est-à-dire que comme elles n'ont pas la possibilité de continuer, elles arrêtent, en fait, ou elles ne se sentent pas la possibilité. Donc la reprise de l'activité professionnelle, c'est effectivement un des facteurs d'abandon de l'allaitement. Et on connaît des facteurs dans la littérature qui favorisent l'allaitement au travail. C'est le fait de disposer bêtement d'un local adapté, déjà pour tirer du lait ou pour prendre son enfant pour l'allaiter, ce qui n'y a vraiment pas partout. Le temps qu'on peut prendre pour le dédier à l'allaitement au moment aussi où c'est nécessaire. Le soutien de la hiérarchie et je trouvais intéressant aussi le soutien des collègues qui était cité dans la littérature. Donc ça, pour un syndicat, je pense que c'est aussi important à valoriser. Et du coup, en Suisse, on peut retenir en particulier qu'il y a maintenant, depuis 2014, du temps payé pour l'allaitement. Donc, la femme a le droit de prendre le temps pour l'allaitement, le temps nécessaire, mais elle est payée elle est payée 30 minutes pour une journée de travail jusqu'à 4 heures, 60 minutes si c'est plus que 4 heures, et 90 minutes si c'est plus que 7 heures. Elle doit disposer d'un local approprié pour allaiter ou pour tirer du lait, avec aussi un frigo, qui n'est pas celui des collègues pour mettre leur pique-nique. Et puis, la durée de travail doit être limitée aussi à 9 heures par jour. Il y a un besoin en fait de repos pendant l'allaitement aussi. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Puis en fait, ce qu'on peut constater un peu partout, c'est que en fait, ça, on en est très loin. Et c'est très dommage parce que finalement, c'est quand même aussi quelque chose que ça a une influence sur les femmes et sur les enfants, sur leur possibilité de choisir, la possibilité des femmes de choisir l'allaitement. Ouais. Voilà, ouais. J'avais une petite question. Ouais. Vous avez mentionné la durée médiane de l'allaitement. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des statistiques sur la durée moyenne? Alors, non, je les ai pas. Peut-être que dans Dratva, ça se trouve. C'est un rapport qui a été fait sur la Suisse. On voyait aussi quelques différences entre les régions linguistiques, mais moyenne, je ne sais pas. C'est très étonnant par rapport au fait qu'en fait, c'est un droit... normalement, en fait, une entreprise qui n'a pas ça, elle devrait être amendable, elle pourrait être punie. Si vous voulez, si par exemple, si eux, ils dépassent la vitesse sur l'autoroute, on va leur mettre une amende. On ne va pas leur dire essayez un peu de faire mieux. Vous voyez. Donc, tandis qu'avec les entreprises, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme le système dans lequel on vit, qui est un système capitaliste. Donc, les inspections du travail en Suisse, elles sont très faibles. C'est celles qui seraient censées contrôler a priori que tout ça est mis en place pour que, quand les femmes ou les hommes qui travaillent ou ont des besoins, ce ne soit pas à eux, à elles, de devoir aller au front et puis de demander. Ça devrait être quelque chose qui est mis en place d'office et que si les entreprises ne le font pas, elles sont punissables. Mais ce n'est pas comme ça
que ça se passe dans les faits. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec les collègues, c'est de réfléchir justement, puis de se dire finalement, justement, des syndicats ou des groupes de personnes peuvent demander justement en amont à ce que ces conditions soient respectées pour qu'une fois qu'il y a une étudiante ou une travailleuse qui en a besoin, ce soit déjà là, quoi, que ce ne soit pas un truc qu'il faut implémenter sur le moment parce qu'on a juste autre chose à faire quand on revient de congé ou même pas de congé que d'essayer de courir après ce genre d'infrastructure, quoi. Ouais. Voilà, et ça m'étonne parce que c'est quand même pas, voilà, ça se trouve en fait normalement des salles, du matériel. Je crois qu'il y a vraiment une question de volonté, de considérer que c'est une affaire privée, que ça ne concerne pas la majorité. Il y a toujours une sorte de sous. Je pense que c'est le cas peut-être pour d'autres problématiques qui touchent les parents ou qui touchent les femmes de se dire bon voilà, on passe après. Je pense aussi que c'est partiellement le fait que c'est pas tellement l'exécution de cette loi n'est pas tellement surveillée, c'est aussi lié au fait que le tissu économique suisse est composé d'une grande partie de petites entreprises et il y a vraiment certaines petites entreprises qui n'ont pas de possibilité. Donc ce qui fait, évidemment, il n'y a pas d'explication pour de grandes institutions, mais par contre, c'est vrai que les petits... je me demande généralement, ayant vécu cette expérience, heureusement déjà en tant qu'étudiante, parce que je trouve que c'est quand même, de ce point de vue, vu qu'on est en face d'une grande institution, donc il y a plus de possibilités, mais si je me rappelle des conditions de travail, je travaillais dans le secteur public pendant 15 ans, et là il n'y a vraiment pas de place. Donc je ne sais pas comment est-ce que mon ancien employeur a pu me fournir avec des conditions adaptées. Donc c'est pour ça, et aussi le fait, si on habite 40 km de notre lieu de travail, comment est-ce qu'on s'organise? Moi j'ai 2 jumeaux. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire transporter les enfants pendant le temps de travail sur mon lieu de travail? Plein de questions. Mais je pense quand même que parfois, et dans certaines entreprises, il y a vraiment des manques de ressources. Nous, on l'a vu dans notre recherche, des manques de ressources aussi, des manques de connaissances aussi, parce qu'il n'y a pas de responsable évidemment des ressources humaines, c'est la fille du patron qui fait ça à 10%, il y a plein de choses comme ça. Puis effectivement, mais je pense que ça explique quand même pas la majorité des cas aussi, parce que ce qu'on a vu étonnamment dans la recherche sur la protection de la maternité, c'est que souvent les petites entreprises respectaient pas la lettre à la loi à la lettre plutôt, mais par contre c'était pas forcément là où l'expérience était la plus mauvaise, parce que justement il y avait des arrangements informels qui étaient aussi parfois plus favorables. Par contre c'est vrai qu'il y a des problèmes par exemple clairement avec l'envoi des étudiantes en stage et des étudiants aussi, parce qu'en fait s'il n'est pas tenu compte entièrement des besoins en fait de la famille, donc les gens peuvent se retrouver loin de leur lieu de vie, ce genre de problème. Je trouve que ça c'est aussi très important. Et puis je pense qu'il y a, je trouve que les institutions devraient aussi être vraiment proactives pour donner un certain nombre de droits, et puis vraiment que ces droits puissent vraiment être utilisables, pas que ça reste sur le papier, aussi en termes d'aménagement d'études, surtout de bourses aussi, etc. De pouvoir vraiment... c'est quelques idées comme ça. Alors bonjour à toutes et à tous. On est très content d'avoir été invités à participer à cette table ronde. Donc l'idée c'est qu'on vous présente en quelques mots notre association, et puis après on a développé plutôt une réflexion autour des défis pour les jeunes parents en formation, que ça soit au niveau des obstacles qu'ils rencontrent ou aussi au niveau de ce qui peut faciliter l'accès à la formation. Donc moi je vais présenter plutôt l'association, puis Charlotte ensuite elle prendra le relais. Donc, n'hésitez pas, si jamais ce n'est pas clair, à nous interrompre. Et puis, on prendra aussi un temps d'échange à la fin, comme c'est prévu.
Donc, en quelques mots, l'association Jeunes Parents, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans cette année par une jeune femme qui a eu un enfant à 16 ans et qui s'est rendu compte quelques années après que c'était très difficile de rentrer en contact avec d'autres jeunes parents, qu'elle perdait finalement des liens aussi dans son milieu d'amis et qu'elle avait de la peine finalement à échanger avec d'autres jeunes parents. Donc, elle a créé d'abord un site internet qui s'appelait mamanadolescente.ch. Assez rapidement, il y a eu des rencontres de jeunes mamans qui provenaient de différents cantons romans. Et puis, finalement, cette association s'est fondée. Et puis, dès le départ, elle a été vraiment sur toute la Suisse romande. Donc, c'est vrai que c'est un peu une particularité. Souvent, il y a des associations cantonales. Et là, pour jeunes parents, c'est dès le début une démarche au niveau roman qui a été initiée. Et puis, il y a eu d'abord des rencontres qu'on appelle aujourd'hui rencontres entre pairs, donc de ces jeunes mamans. Il y a eu une étape importante en 2006, c'est qu'on a été reconnu d'utilité publique dans le canton de Fribourg, parce que c'est là où on a notre siège, mais finalement c'est aussi valable pour tous les cantons. Et puis cette association s'est professionnalisée en 2015, donc on a maintenant des assistantes sociales qui sont présentes dans tous les cantons romans, à des taux différents, parce que c'est vrai qu'au niveau financier, c'est pas forcément évident de se développer, d'être reconnu. Donc là où on a pu avoir des soutiens financiers, on a engagé du monde, on s'est développé, puis dans des cantons où c'est plus difficile, on a encore des petits taux malheureusement. C'est le cas sur Jura, Neuchâtel, le Valais, tandis que Fribourg, Genève et Vaud, on est maintenant bien présent et bien reconnu. Notre public cible, donc, c'est vraiment des adolescents ou jeunes adultes qui sont déjà parents ou qui sont futurs parents. Et puis, c'est aussi des personnes qui ont eu un enfant avant 25 ans. Donc, ça veut dire que là, il y a une petite nuance à faire. On va autant soutenir, par exemple, une jeune femme de 28 ans qui a un enfant de 10 ans et qui a interrompu ses études, qui vient vers nous pour un soutien. On va la suivre aussi. Et puis, on a aussi un public qui fait appel à nous. C'est régulièrement des jeunes qui se questionnent quant à la poursuite d'une grossesse. Quelles sont les questions, tout ce qui est lié au niveau médical, au niveau psychologique. Il y a pas mal de centres qui le proposent, mais tout ce qui est lié aux assurances sociales, aux aspects financiers, c'est moins connu et moins ancré. Donc ça, c'est des questions qui viennent souvent chez nous. Par exemple, Profa les adresse chez nous pour ces questions-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc on est vraiment présent dans toute la Suisse romande. Et puis, ça permet, si un jeune étudie dans un canton, mais vit dans un autre canton, on va le suivre aussi. S'il y a des déménagements, on voit que c'est une population aussi qui bouge beaucoup. Donc, on continue le suivi même si les gens déménagent. Ensuite, notre vision et notre mission, donc ça c'est important de préciser qu'on a vraiment une vision où chaque jeune est intégré, trouve sa place et où on essaye le moins possible d'avoir des limitations ou des freins pour ces jeunes parents. Et puis notre mission, c'est de les aider à concilier parentalité, jeunesse et formation. Vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas forcément évident et on va vraiment essayer de travailler avec eux autour d'une démarche autonome et responsable en respectant aussi leur rythme. Parfois, il y a des gens pour qui ce n'est pas le bon moment et 2 ans après, ils reviennent vers nous avec une demande de formation. Et puis, on a vraiment l'idée de favoriser l'intégration et éviter un risque de précarité et d'isolement. Vous verrez par la suite que ces populations-là cumulent plusieurs facteurs de risque qui font malheureusement qu'ils sont souvent dans des situations précaires. Donc la problématique justement, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est par contre quelque chose qui continue, c'est que le risque numéro 1 de pauvreté en Suisse, c'est le manque de formation. Et une initiative récente parue en 2022 de l'initiative des villes montre que 50% des personnes à l'aide sociale n'ont pas de diplôme professionnel reconnu. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour nous un de nos créneaux de dire d'aller vers la formation, ça évite les risques de précarité. Et puis à cela s'ajoute le fait que les familles monoparentales ont aussi un risque important de pauvreté.
On voit qu'à l'aide sociale, 20% des familles monoparentales avec enfants mineurs donc dépendent de l'aide sociale. Et puis ce taux, il était même de 80% pour les mères célibataires de moins de 25 ans. Ce n'est pas une tranche d'âge qui a beaucoup été étudiée, donc ce n'est pas dans la même étude qu'on a retrouvé ce chiffre, mais on s'est rendu compte que finalement notre population a vraiment un risque élevé de dépendre de l'aide sociale. Donc notre public cible, effectivement, il cumule ces deux risques, donc monoparentalité et manque de formation. Et puis une autre donnée importante, c'est qu'on voit que des jeunes mères qui ne sont pas soutenues dans un projet de formation ont plus de risques d'abandonner le cursus que s'il y a un accompagnement. Donc ça donne vraiment le sens de notre intervention à ce niveau-là. Donc pour nous, c'était assez clair dès le début qu'une des pistes d'action et d'information, c'était de se former tout en étant parent. Donc en faisant appel à du soutien, donc le soutien du réseau primaire et secondaire, le soutien de services spécialisés, que ce soit conseil social ou d'autres structures, mais aussi du soutien structurel où on voit qu'il y a vraiment des améliorations, des évolutions qui peuvent être faites, qui ne sont encore pas acquises, et où il y a un travail au niveau politique aussi à faire. Après, dans le concret donc, de ce qu'on offre à jeunes parents, donc on a 3 prestations qui se complètent. D'abord, on a le conseil unique. Lorsqu'un jeune parent fait appel à nous, on consacre entre 1 à 3 entretiens qui sont gratuits, où ça nous permet d'évaluer la situation, de construire ensemble un projet s'il y a une demande qui va jusque-là. On donne aussi parfois juste des conseils sur quelqu'un qui a besoin d'infos au niveau des assurances sociales, d'un budget, d'une démarche, et où on ne va pas forcément aller plus loin. Après, si la demande se poursuit, donc on a un programme de soutien à la formation, ça c'est vraiment la base un petit peu de notre activité, où on propose un accompagnement pour entrer dans un projet de formation, donc de faire avec le jeune parent peut-être déjà le travail d'évaluer quel est son projet, quelles sont ses possibilités, est-ce qu'il a déjà débuté une formation peut-être qui a été interrompue, etc. De voir aussi s'il y a des freins à la formation qui pourraient être levés d'ici qu'il commence. Et puis, dans une phase 2, donc PSF 2, on a vraiment le soutien pendant la formation avec du coaching, l'organisation de la semaine, essayer de les aider à avoir le planning, discuter avec les lieux de formation si on peut trouver des aménagements, toutes ces démarches-là qui sont faites par l'assistante sociale et la jeune personne en formation. Et puis pour les personnes qui ne sont pas dans un projet de formation, on a le 3e volet qui est l'accompagnement social personnalisé. Là, c'est plutôt pour des jeunes qui ont soit déjà achevé une formation ou qui n'en envisagent pas, par exemple pour des raisons de santé. On a aussi tout un volet d'accompagnement pour des jeunes qui seraient au bénéfice de l'AI. On est reconnu aussi comme mesure spécialisée pour eux. Et puis là, on va faire un travail qui est assez proche finalement du programme de soutien à la formation, mais sans véritablement avoir ce but ou pas encore. Des fois, ça arrive que quelques temps plus tard, le jeune parent souhaite se former puis qu'on entre dans la démarche. Après, en parallèle à ces 3 prestations, on a développé depuis quelques années un soutien par des psychologues et des médiateurs. On se rend compte aussi que parfois il y a des blocages ou des problèmes au niveau psychologique qui font que le jeune parent n'arrive pas à entrer dans une démarche de formation. Donc on a 3 psychologues à disposition sur la Suisse romande qui ne vont pas faire forcément un travail au long cours, mais qui, dans le cadre de jeunes parents, peuvent délivrer entre 3 et 5 entretiens pour permettre aux jeunes parents d'identifier peut-être la difficulté, le problème et travailler là-dessus. On fait la même chose avec, on a une médiatrice qu'on peut aussi solliciter quand parfois il y a des conflits, soit entre parents ou intergénérationnels, qui nécessitent de travailler en médiation. Et puis, on a aussi donc des contacts entre pairs où on essaye de proposer aux jeunes d'être mis en contact s'ils le souhaitent, ou alors on organise des rencontres pour qu'ils puissent échanger. Ça, c'est assez apprécié finalement de pouvoir échanger avec d'autres jeunes parents.
Et puis on a aussi mis en place un soutien par des bénévoles depuis quelques années. On se rend compte qu'il y a des tâches au quotidien très logistiques, j'ai envie de dire, que le jeune parent n'arrive pas à assumer en parallèle à sa formation. Donc on a des bénévoles qu'on peut solliciter pour, par exemple, tout ce qui est aide au ménage, aller à la déchetterie, ou des choses comme ça, ou alors, par exemple, garder l'enfant pendant que la maman étudie pour qu'elle puisse avoir un moment tranquille au retour de la journée d'études pour pouvoir se consacrer à son travail scolaire, si on peut dire. Voilà pour les prestations. Et puis, du coup, je passe la parole à Charlotte pour la suite, je crois. Encore. Ou pas, pas encore, d'accord. Alors, je continue encore un bout. Oui, alors les impacts, donc le but finalement de ces prestations, c'est clairement, comme on a vu au début, améliorer le niveau global des jeunes parents, des mères en particulier. C'est vrai que dans notre public, on a quand même essentiellement des jeunes femmes. Améliorer la situation sociale et financière des parents, par le fait qu'ils ont une formation, ils ont une meilleure situation financière et ça a aussi un impact positif sur les enfants, d'éviter finalement une espèce de cercle vicieux de familles qui se retrouvent à l'aide sociale un petit peu de génération en génération. Sensibiliser aussi les professionnels sur la possibilité et l'importance pour ce public-là de se former. On est étonné, mais on voit quand même régulièrement des professionnels du travail social ou de la santé qui estiment que c'est impossible de se former en ayant un enfant et qui découragent ou en tout cas qui n'encouragent pas les jeunes parents à le faire. Et puis, on a aussi ce rôle où on essaye d'accompagner les jeunes dans les entreprises formatrices pour qu'elles ne craignent pas finalement d'engager une apprentie, par exemple, qui aurait un enfant. Et à terme, je dirais, l'impact visé global, si on peut l'espérer, c'est aussi une diminution quelque part du coût de l'assistance publique pour ce public cible. Au travers de nos accompagnements, on a été en mesure d'identifier certains obstacles. La liste n'est pas exhaustive, mais disons que c'est des obstacles récurrents qu'on a pu identifier. Premièrement, il y a l'obstacle financier. Notamment, on évoque la question des bourses d'études. Donc, dans le cadre d'une demande de bourse d'études, le calcul il est fait selon des barèmes. Et puis, ce qui est propre au barème, c'est que ce n'est pas toujours en lien avec la réalité de la personne. Donc, malgré l'octroi d'une bourse, il y a beaucoup de parents qui font état quand même de situations de précarité. Et puis, pour vous donner un exemple, le calcul des charges pour un enfant, un adulte, il est de 3 200 francs par mois. Et puis, dans ces 3 200 francs, entre les frais de garde, les frais médicaux, les frais d'entretien, donc voilà, c'est très large. Et puis, je relève aussi que les droits financiers impliquent des décisions qui mettent du temps à être rendues. C'est aussi des droits qui s'entrecroisent entre les différentes prestations, ce qui fait que il y a des parents qui pendant plusieurs mois vont être dans l'insécurité, l'incertitude de leur budget dans le cadre de la formation. C'est aussi pour ça que des fois le premier temps de la formation est une période fragile avec un risque de rupture plus élevé. Et puis juste spécifier aussi que par exemple, dans le cadre du calcul fait par les bourses, il n'y a pas la prise en compte d'un droit de visite. Si par exemple un papa a son enfant un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, l'enfant n'est pas du tout pris en compte dans le calcul, alors que dans les faits, il y a quand même, son logement nécessite une pièce supplémentaire, etc. Et puis, les bourses d'études calculent aussi une contribution parentale, que la personne ait 17 ans ou qu'elle en ait 24, 25. Ça veut dire qu'on estime que ses propres parents sont en mesure, évidemment pas dans toutes les situations, mais sont en mesure de contribuer financièrement à sa formation. Et puis ça pose problème parce qu'on est face à des étudiants eux-mêmes parents qui refusent de s'adresser à leurs parents pour demander cette contribution parentale, ou alors c'est des situations conflictuelles ou des parents qui refusent simplement ou qui dans les faits ne peuvent pas contribuer à la formation de leurs enfants et puis aux besoins de leurs petits-enfants.
Une autre difficulté qu'on relève toujours dans ce cadre d'obstacles financiers, c'est que les parents qui sont en formation, au contraire d'autres étudiants, n'ont pas la possibilité nécessairement de travailler encore, enfin d'avoir un job d'étudiant, ce qui les amène aussi ce qui les rend plus à risque d'être dans des situations précaires. J'ai quand même accompagné, entre autres, une maman. Elle est à l'école de la transition, elle se levait à 5 h le matin pour réviser. Ensuite, elle prenait en charge un moment son enfant. Elle étudiait à l'école de la transition toute la journée. Elle reprenait un moment son enfant en charge. Elle travaillait de 20 h à 22 h pour faire des ménages. Voilà. Et puis, elle recommençait chaque jour de la semaine. Ensuite, on a pu identifier des obstacles organisationnels qui sont notamment les aménagements d'horaires dans le cadre des formations. Toutes les formations ne proposent pas des formations à temps partiel. Et puis, même si c'est le cas, par exemple, il y a une possibilité d'effectuer un CFC à 80%. C'est une demande à effectuer, hein, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Mais on imagine bien qu'un 80%, le travail que ça implique à côté, ça reste un taux d'activité très élevé quand il faut le concilier à une vie de famille. Il y a des parents aussi qui font part de difficultés liées à la diminution du temps consacré à l'enfant. Moi, j'accompagne des mamans dont l'enfant a encore moins d'1 année et puis pour qui c'est très difficile d'envisager une formation à 8 ans ou plus, avec la séparation que ça implique avec leur enfant. Il y a évidemment les obstacles liés à la garde. Donc ça, c'est très récurrent dans les situations que j'accompagne personnellement. Non seulement, il y a un manque de place dans les différents réseaux de garde sur le canton. Et puis, avec ça, il y a une priorité qui est donnée aux personnes qui sont au bénéfice d'un contrat, soit de formation, soit de travail. Mais moi, j'accompagne des mamans qui ont le projet de débuter un CFC cet été. Ça veut dire qu'elles ne sont pas prioritaires pour une place en crèche, mais elles ne vont pas signer un contrat. C'est un peu le principe du serpent qui se mord la queue. Et puis de nouveau, elles vont l'autre jour, il y en a une qui m'a dit qu'elle avait menti, elle avait dit qu'elle avait une solution de garde. Elle continue ses recherches en sachant qu'elle va peut-être signer un contrat sans bout de solution de garde pour son enfant. Et puis des horaires de garde qui ne sont pas non plus adaptés à tous les contextes de travail. J'accompagne une maman qui est dans les soins, qui du coup, en plus de sa solution de garde usuelle, doit elle cherche une maman de jour qui puisse prendre en charge son enfant à la fermeture de la crèche jusqu'à 20h, 20h30 le soir pour que ça corresponde à sa réalité. Et puis on accompagne beaucoup de parents dont les parents sont encore en activité du fait de leur âge, ce qui fait qu'ils n'ont aucune solution temporaire dans l'attente d'une mise en place, de la mise en place de la garde. Et puis, il n'y a aucune projection possible dans le sens où, quand une personne s'inscrit pour une place sur un réseau, elle n'a aucune information par rapport à sa place dans la liste d'attente. On peut lui dire, il y a des parents qui attendent depuis 1 année, donc il y a toute cette insécurité aussi qui empêche la projection. Ensuite, toujours dans les obstacles organisationnels, il y a le manque d'information. On constate qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant d'un possible droit à une bourse d'études, des PC famille, d'un droit au subside, donc de la prise en charge partielle ou totale des primes d'assurance maladie par le canton. Donc ils ne vont pas nécessairement entrer dans cette démarche-là parce qu'ils ne sont pas informés de leurs droits. Et puis, un autre obstacle, c'est celui du regard porté par l'environnement familial, par les professionnels. Il y a toujours quand même cette... pour oser entrer en formation, finalement, il faut défier la norme de la bonne maman qui est disponible pour son enfant. Voilà.
En parallèle, on a pu également identifier des facilitateurs à la conciliation formation-parentalité. Premièrement, le réseau familial. Voilà, certains parents, heureusement, bénéficient du soutien de leurs proches, du conjoint. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous. Mais vraiment, on constate que c'est un facilitateur. Et puis, certains parents, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à mettre en avant les obstacles, mais certains parents m'ont dit, je vous arrête là, parce qu'il y a aussi la question de la motivation. Voilà, plus que quelqu'un d'autre, je sais pourquoi j'étudie, voilà, je le fais aussi pour mon enfant, etc. Donc, l'enfant devient source de motivation. Les compétences acquises dans le cadre de la parentalité qui peuvent être transposées dans le milieu professionnel. Voilà, en devenant parent, on acquiert aussi des compétences en termes de gestion du stress, gestion des émotions, des capacités organisationnelles qui peuvent être transposées, et certains employeurs, heureusement, sont sensibles à ça. Et puis, on en parlait dans les facilitateurs, il y a effectivement les soutiens proposés par différents services. Alors, l'association Jeunes Parents, on vous a évoqué avant le programme de soutien à la formation. Il y a d'autres services comme Profa, les centres sociaux régionaux, donc l'aide sociale. Il y a le programme Forjade sur le canton de Vaud aussi qui vient en aide aux personnes entre 18 et 25 ans. Aux adultes en difficulté, et puis qui met en place certaines mesures de soutien. Et puis, parallèlement, donc nous, on a développé ce projet de soutien par des bénévoles qui nous tient à cœur parce qu'effectivement, il y a des parents qui sont pas du tout soutenus par leur entourage familial. Donc, de pouvoir avoir quelqu'un qui va faire des courses, qui va à la déchetterie, etc., permet vraiment de favoriser le maintien dans la formation. Et puis nous, on fait aussi tout ce travail de sensibilisation auprès des employeurs, auprès des lieux de formation. On met vraiment en lumière ces difficultés rencontrées dans la conciliation parentalité-formation. On essaye d'avoir vraiment un travail de réseau pour rendre visible la problématique.